normalement, vous connaissez bien ma chaîne. Vous n'êtes donc pas étranger au fait que quand je pense quelque chose d'un sujet ou d'un livre, je n'ai pas tendance à mâcher mes mots lorsque je vous en parle. C'est valable aussi bien quand j'adore un livre ou bien quand je le déteste. Oui, le mot détester est très fort, mais très honnêtement, pour moi, certains livres ne valent pas plus qu'une feuille de PQ, la valeur d'avant-confinement, bien sûr. Mais même si je fais un maximum d'efforts pour préciser mon point de vue et expliquer pourquoi mon avis est ce qu'il est, les critiques négatives ne sont pas forcément bien prises sur Booktube ou partout ailleurs, Instagram, Twitter, que sais-je. Alors oui, une chronique négative, ça peut piquer un peu, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo, de la difficulté d'avoir un avis négatif sur un livre lorsqu'on est booktubeur, ou qu'on nous a attribué une quelconque influence dans le domaine du livre. Et pour explorer le très vaste problème de la critique négative sur Booktube, j'ai décidé de découper ma vidéo en plusieurs parties qui sont basées un petit peu sur l'expérience que je peux en faire depuis maintenant presque 5 ans. Et ouais, déjà. Comme vous l'avez peut-être vu, j'ai tendance à tiquer un petit peu sur le titre d'influenceur qui est attribué aux booktubeurs. Car quand je me suis lancée sur la plateforme, c'était en tant que lectrice pour parler à d'autres lecteurs, pour échanger sur nos lectures et sur nos goûts. Nous donner des conseils, nous donner des recommandations ou débattre sur une lecture qu'on aurait pu avoir en commun. Bien sûr, avec le temps et les abonnés, le poids de mes mots revêt désormais une dimension un petit peu plus large qu'il y a 5 ans, mais cela ne me retire pas forcément le statut de lectrice pour autant, et ça parfois, j'hésite franchement à le rappeler. Pourquoi? Parce que ce statut de booktubeur donne l'impression à certains que je possède l'influence de Beyoncé et que la moindre de mes bafouilles négatives sur un livre va provoquer un séisme. J'ai déjà entendu plusieurs fois, et c'est véridique, à cause d'elle, le livre va être plombé. Ou encore, elle va ruiner la maison d'édition avec son avis. Rassurez-vous, aux dernières nouvelles, Un balai d'épinay de rose de Sarah J. Maas se porte toujours très bien, même si j'insiste toujours sur le fait que c'est une relation très toxique entre les différents personnages. On me prête donc en tant que booktubeuse une responsabilité très forte dans la durée de vie d'un livre ou d'une maison d'édition. Une responsabilité totalement disproportionnée et surtout totalement fausse, puisque croyez-moi, si j'avais ce niveau d'influence, les éditions Fleurus et leur propagande anti-IVG, sexiste et haute joyeuseté dans le tristement célèbre Le Dico des filles n'existeraient plus depuis belle lurette. Malheureusement, ce type de commentaire se fait aussi en coulisses parmi les maisons d'édition, puisque certaines d'entre elles ont une fâcheuse tendance à vous faire la gueule si vous avez émis un avis mitigé ou un peu négatif sur l'une des parutions qu'ils vous auront envoyées. Ils ne vous recontacteront donc plus jamais, sachant qu'ils vous auront envoyé ce petit service presse sans jamais vous proposer de rémunération. Hein, c'est un petit peu hypocrite, mais c'est la vie. Pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus? C'est parce que j'aimerais rappeler que 100% des booktubeurs sont avant tout des lecteurs. Des passionnés qui ont tout simplement pris la décision de se filmer pour parler de leur lecture, ni plus ni moins. Nous ne sommes pas des critiques littéraires, nous n'avons pas le poids des journalistes et nous n'avons certainement pas la force de frappe des médias. Nous n'avons donc pas le pouvoir que vous nous fantasmez ou vous nous attribuez. Ou alors moi j'aimerais bien qu'on ait le salaire et les privilèges qui vont avec, mais spoiler alert, on les a pas. Ne pas aimer un livre et le lire, c'est parfaitement normal et légitime. Et c'est pas parce qu'on le fait devant une caméra que c'est forcément mauvais ou une attaque personnelle. C'est plus visible, certes, mais c'est pas malveillant de le faire. Si les mots peuvent être durs, ils ne sont jamais gratuits et ils restent totalement légitime. Moi, ce qui me choque, c'est la puissance donnée à une critique négative faite par un booktubeur. Elle sera forcément perçue comme plus importante et plus grave. On estimera qu'elle était forcément faite à visée personnelle, que ce soit au sujet du livre, au sujet de l'auteur ou encore de la maison d'édition. Est-ce qu'on a la même perception quand on fait un avis positif sur un livre? Non, certainement pas, ça n'est jamais arrivé. Évitons donc les doubles standards à ce sujet. Les booktubeurs sont avant tout des lecteurs et ils sont aussi légitimes de proposer une critique négative ou positive. Qu'il y ait une grosse audience pour l'entendre ou non. Maintenant que le booktubeur a bien été sorti de son statut de lecteur, qu'on l'a mis sur un piédestal d'influenceur depuis lequel on aimerait bien le voir chuter, arrive le second rôle qu'on aime bien nous attribuer, celui de juge. Et apparemment, on juge pas mal de monde quand on poste une critique négative, et en plus de les condamner, on les juge toujours mal. On trouve par exemple le trait classique auquel j'ai droit assez souvent, tu juges les lecteurs qui aiment ce que tu critiques. Alors écoute-moi bien Josette, ce que tu aimes, c'est vraiment la dernière de mes préoccupations. Je vais peut-être te sembler un petit peu narcissique en disant ça, mais quand j'ai l'audace de poster une critique négative sur ma chaîne,
La première pour laquelle je le fais, c'est avant tout pour moi. Ma critique, elle vise à mettre en avant ce que j'en ai pensé et elle se fiche bien de savoir si pour toi, c'est le prochain prix Nobel. Ce que je cherche avant tout, c'est partager mon avis sur un livre, pas forcément le comparer au tien ou obtenir ton approbation. Parce que si tu adores un livre que j'ai détesté de toute mon âme, tant mieux. Et si tu détestes un livre que j'ai adoré de toute mon âme, mais tant mieux aussi. En fait, ça n'a aucune importance et surtout ça ne m'apporte strictement rien de venir te juger sur tes goûts et sur tes lectures. Si un avis négatif sur un livre que tu as beaucoup aimé t'offense personnellement, retiens bien que la seule chose que je juge, c'est le livre, pas ses lecteurs. Au mieux, j'aurais tendance à alpaguer l'auteur ou l'autrice ou la maison d'édition, mais franchement pas toi, t'y es strictement pour rien dans cette affaire. Et en parlant des auteurs et des autrices, j'ai très souvent entendu la phrase suivante. Tu ne respectes pas le travail et l'investissement des auteurs et des autrices. Ou encore sa cousine, tu veux censurer et culpabiliser les auteurs. Décidément, infréquentable ces booktubeurs. Alors, je pourrais tomber dans la facilité et te dire qu'en tant que public cible de l'auteur ou de l'autrice, j'ai toute la légitimité du monde à donner mon avis en tant que lectrice, même s'il est bon ou mauvais. Mais je vais te dire autre chose. Est-ce qu'il est normal de culpabiliser un lecteur pour un avis tout simplement négatif ? D'autant plus quand les critiques qui seront faites au livre sont argumentées. C'est pas comme si j'avais maudit sa famille sur 13 générations ou que j'avais insulté personnellement l'auteur, tu vois. C'est une des remarques qui, à mon sens, est la plus vicieuse qu'on puisse faire à un lecteur puisqu'elle tend à le culpabiliser d'avoir pas aimé une lecture, d'avoir émis un potentiel avis négatif pour X ou Y raison, alors qu'en soi, il y est pour rien, il a pas écrit lui ce livre, c'est pas de sa faute s'il l'aime pas, on aime des choses, on les aime pas, c'est la vie. D'une, un avis négatif sera toujours légitime, mais est-ce que ce sera vraiment la faute du lecteur si par exemple l'auteur ou l'autrice l'a mal représenté et qu'il décide d'en parler à juste titre? Non. Je vais te parler de représentation parce que c'est souvent la raison numéro 1 pour laquelle des auteurs ou des autrices viennent se plaindre d'une critique négative et nous reprochent de les bloquer dans leur processus d'écriture ou de création. Et pour ça, j'aurais qu'un seul conseil. Si un lecteur se sent offensé à la lecture d'un livre pour une raison de représentation, c'est généralement à juste titre. Et le boulot de l'auteur à ce moment-là, c'est pas de blâmer son lecteur, de lui faire une petite remarque à ce sujet, mais d'essayer de comprendre pourquoi ça a merdé dans son histoire ou ses personnages, et de s'éduquer pour faire mieux les prochaines fois. Je peux tout à fait comprendre la contrainte de faire attention et que ça puisse éventuellement freiner un potentiel processus créatif parce qu'on a envie de se laisser aller et de faire tout ce qu'on a envie, mais est-ce que ça doit se faire au détriment des lecteurs, au détriment d'un public qui est déjà potentiellement discriminé, au détriment de sujets qui sont importants et qui doivent être bien traités? Non, je ne pense pas. Je rappellerai ici la responsabilité des éditeurs et des maisons d'édition qui ont tout autant d'importance dans le produit final qui est publié et donc des potentielles erreurs qu'on peut y trouver et qui peuvent offenser un lecteur qui par conséquent postera une critique négative. On mettra aussi à la poubelle les auteurs qui reprochent aux lecteurs qui postent des avis négatifs d'impacter leur vente et de leur retirer le pain de la bouche, ou encore les autres auteurs qui jugent les lecteurs qui n'auront pas aimé leur lecture pour l'ensemble de leur goût littéraire en estimant que puisqu'ils ont lu tel livre et qu'ils l'ont aimé, forcément ils ne pouvaient pas apprécier leur chef-d'œuvre, mais ça reste un autre débat. Autre grand classique quand on n'aime pas une lecture et qu'on le dit, le très célèbre « si tu n'aimes pas ce type de livre, tu as qu'à en écrire ». Et à ça je répondrai tout simplement que je m'exprime en tant que lectrice et que je donne tout simplement un avis de lectrice. Ce n'est pas parce qu'on n'écrit pas de livre qu'on n'est pas apte à juger ce que l'on aime ou non. Ou bien de la qualité d'un scénario, de la construction de certains personnages, de la qualité du traitement d'un sujet, ou encore du fonctionnement et de la fluidité d'une narration. Aux dernières nouvelles, quand vous allez au restaurant et que vous commandez un plat et que par malheur il est un peu trop salé, vous n'êtes peut-être pas cuisinier mais vous êtes tout à fait capable de juger de la qualité du plat que vous avalez, ou pas. Je sais que j'enfonce des portes ouvertes, mais en littérature, c'est la même chose. Petite variante, le célèbre, ouvrez votre maison d'édition et là vous pourrez trouver des écrivains qui vous correspondent. Et là, je propose d'observer la question sous un autre angle. Et si les maisons d'édition et les écrivains et écrivaines commençaient à s'éduquer sur certains sujets pour commencer? L'avis d'un lecteur n'est pas rendu illégitime parce qu'il n'est pas auteur ou éditeur. Si quelque chose dérange le lecteur, c'est souvent pour une bonne raison. N'oubliez quand même pas que le lecteur est celui qui va porter le livre et donc son avis n'est pas rendu illégitime parce qu'il n'appartient pas au petit monde de l'édition. Venons-en désormais au plus gros classique, si ce n'est le top 1 des mots que je reçois quand j'ose dire qu'un procédé ou qu'un sujet m'a dérangé dans un livre et que je n'aimerais plus le voir dans un autre livre, c'est
la sacro-sainte censure. Utilisée à toutes les sauces par toutes les personnes qui n'apprécient pas les critiques, elle revêt des formes aussi variées qu'agaçantes. Le plus gros classique que je me prends quand je dis par exemple que je n'aimerais plus voir de relations toxiques normalisées, c'est-à-dire quand la romance toxique n'est jamais ni remise en question par un des personnages, par la narratrice, par l'auteur, et qu'elle est rendue normale et romantique dans le livre qui jamais, au grand jamais, ne la remet en question ou ne la critique. Et ça c'est valable pour tout type de discrimination, hein, bien sûr, j'entends le racisme, l'homophobie, la grossophobie, tout ce que vous voulez. Cette phrase que je me prends à peu près systématiquement, c'est le « tu veux standardiser l'imagination » ou encore la variante avec certains auteurs « je suis fatiguée de devoir me conformer aux exigences morales ». Petit rappel à toute fin utile, ne pas cautionner quelque chose de problématique dans un livre ne veut pas dire que le sujet doit être tu ou complètement effacé dans les prochains. Cela veut tout simplement dire qu'il faut bien le traiter si on veut le traiter. Et si on n'est pas prêt à traiter un sujet correctement, alors le message transmis par le livre ou ses personnages peut être rendu réellement problématique et devient alors vraiment indésirable et dangereux. Par exemple, un livre qui traitera de relations toxiques mais qui viendra remettre en question le comportement d'un des personnages traitera bien le sujet. Celui qui va les romantiser ou les glamouriser sans jamais les remettre en question, alors celui-là le traitera mal et devient problématique. Et c'est à ce moment-là que je trouve assez ironique la tendance à vouloir me reprocher de standardiser l'imagination quand justement je donne un petit coup de pied dans ce standard déjà bien installé par exemple dans les romances de relations toxiques entre les personnages et que justement j'essaye un petit peu de bousculer ce standard. Là encore c'est valable pour à peu près tout, que ce soit le sexisme, la mauvaise représentation des personnages racisés, la grossophobie, il y a de quoi faire. Ici, moi je vous parle pas forcément de censure mais tout simplement de bon sens. Demander des univers plus diversifiés, des personnages mieux représentés et des clichés moins offensants, ce n'est pas imposer un désir. C'est tout simplement du respect et du civisme. Et vraiment, cessez de me prêter un tel pouvoir sur le monde de l'édition internationale en parlant de censure, parce que je vais vraiment finir par y croire. Si je vous parle de respect et de civisme, c'est justement pour enchaîner sur les réflexions qu'on se prend quand on en fait la remarque. Et je vais anticiper et vous en faire la présentation tout de suite parce que je sais que ça vous dérange de me dire « mais c'est qu'une histoire !» Très juste, Auguste. Mais sache que si ton histoire continue à élever la culture d'un cliché pour exister, sache qu'elle ajoute potentiellement sa pierre à l'édifice d'une discrimination ou d'une violence assez grave si elle n'est jamais questionnée. Pas question ici de faire la morale au lecteur, mais tout simplement d'éviter de poursuivre la construction d'un paysage littéraire déjà bien peuplé de clichés offensants et discriminants. Mais on retrouvera aussi l'inévitable et très similaire remarque « il faut faire la différence entre réalité et fiction ». Je te l'accorde, les deux choses sont tout à fait différentes. Mais comment faire la différence si le lecteur n'est justement pas armé pour faire la différence? Tu sais, rapport au fait que c'est juste une histoire. Et s'il n'a pas les armes pour voir que c'est juste une histoire? Combien de livres adressés à un public jeunesse ou jeune adulte ai-je vu passer avec des messages franchement discutables et carrément dangereux? Des comportements d'ailleurs déjà très fortement normalisés qu'on retrouve un petit peu partout, que ce soit dans tous les types de médias comme le cinéma, la télévision, les séries, la publicité, les magazines. Des comportements déjà tellement courants que le public tente déjà de les reproduire même sans l'aide des livres. La différence entre fiction et réalité peut donc être extrêmement fine quand elle n'est pas tout bonnement inexistante. À partir de ce moment-là, si l'auteur ou l'autrice ne remet pas en question par exemple le comportement mauvais d'un de ses personnages, il contribue à le normaliser, et dans ce cas-là, il n'y a plus vraiment de différence entre réalité et fiction, mon bon monsieur. Tu vois, c'est un petit peu comme si un livre de recettes adressé à un public jeunesse préconisait assez ironiquement d'utiliser de l'arsenic à la place du sucre. Et ben crois-moi que le lundi matin, à l'appel, il y aurait plus grand monde dans la classe de CE2. Si la fiction n'est pas forcément destinée à donner des instructions explicites comme le ferait un livre de recettes, elle propose quand même des modèles qui seront positifs ou négatifs, qui seront encouragés ou non dans son histoire. Et un avertissement peut être mis en place pour éviter la toxicité de certains messages et expliquer qu'effectivement, il s'agit bien de fiction et que dans la réalité, c'est pas bien. Ça peut être un message en début de livre, une indication dans le résumé, une remise en question des personnages au cours de l'histoire, ou encore l'utilisation de mots et de schémas adaptés. Il ne s'agira pas forcément d'infantiliser le lecteur, mais très souvent de la responsabilité d'une maison d'édition envers un public cible, et là j'insiste bien sur le public cible jeunesse et jeune adulte, qui est franchement la cible de beaucoup de messages assez néfastes. Parce que si c'est assez clair et assez simple de comprendre dans un thriller qu'on va suivre des personnages très méchants qui sont très souvent poursuivis par des gens à peu près gentils et qu'on remet vraiment très fortement en cause leur comportement, crois-moi, c'est pas toujours aussi simple à évaluer dans d'autres genres.
Ce que j'essaye un petit peu maladroitement certes de vous expliquer ici, c'est que souligner qu'un livre n'est qu'une fiction, c'est contribuer à invisibiliser un potentiel problème. Certes, un livre ne va pas vous attaquer frontalement avec une brique, par contre, les messages et les idées qu'il peut laisser passer à travers son histoire, eux, peuvent laisser des traces. Et en fermant constamment les yeux dessus, et ben ces traces, on les laisse s'incruster profondément et durablement. Dire qu'à mon avis, elles doivent être questionnées et nuancées n'est absolument pas une mauvaise chose. Ouais, mais tu me diras... Avec des personnages tout lisses, on s'ennuie. Je suis vraiment désolée de te couper ici, Micheline, mais il y a quand même une sacrée grosse différence entre un antagoniste et un personnage principal franchement malsain. J'adore les anti-héros et les personnages qui sont pleins de nuances parce qu'ils apportent du corps à l'histoire. Mais justement, ils sont pleins de nuances. Des nuances qui sont justement apportées pour questionner le comportement du personnage et la justesse de ses actions. Et s'il y en a pas, bah très franchement, pour moi c'est juste un gros cliché sans saveur. Et c'est à ce moment précis qu'arrive Jean-Michel Gros Sabot pour me dire « Si tu veux pas lire ce type d'histoire, alors n'achète pas le livre. » T'inquiète pas Jean-Michel, quand j'ai besoin de papier toilette, généralement, je me rends dans le rayon adapté. Mais tu vois, parfois, la vie, elle est pleine de surprises. Parce que comme le disait ce cher Forrest, la vie, c'est comme une boîte de chocolat, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et ben figure-toi qu'en littérature, c'est la même chose. Tu pensais avoir pioché un chouette roman de fantaisie et de distraire, et au final, tu tombes sur une bonne vieille relation toxique des familles associée à un bon vieux syndrome de Stockholm. Bon, tu vas me dire que parfois je le fais exprès de lire des livres que je sais que je vais pas aimer. Et c'est pas faux. Mais dans ces occasions-là, pas si courantes quand même, je suis pas masochiste, mon objectif est différent. Puisque généralement je le fais pour analyser le fond de l'histoire et pas chercher une petite distraction comme je le fais d'habitude avec mes lectures. Par contre, si jamais t'as une solution pour me procurer des dons de voyance et à peu près savoir si je vais aimer un livre ou pas avant de l'avoir lu, franchement, je suis preneuse, ça me fera faire des économies. En conclusion, qu'est-ce que j'en pense moi des chroniques négatives ? À mon sens, lire ou écouter une chronique négative peut être une très bonne chose et pour pas mal de monde. J'entends par là bien sûr un avis argumenté à peu près construit et pas un flot d'injures, ça va de soi. Enfin, on n'a jamais parlé de flot d'injures quand on parlait de chronique négative, soyons honnêtes. Par exemple, pour un lecteur, la chronique négative peut être extrêmement utile. Elle nous permet de savoir déjà ce qu'on aime lire et ce qu'on n'aime pas lire, ce qu'on veut retrouver et ce qu'on va essayer de fuir dans une potentielle lecture. Elle permet aussi de savoir par exemple si le style d'un auteur nous correspond. Est-ce qu'on va apprécier un tel type de narration? Est-ce qu'on va aimer que l'auteur fasse des chapitres très courts, qu'il fasse des personnages très poussés, qu'il fasse des univers très complexes ou alors très succincts? Ça permet aussi de savoir si un genre peut nous correspondre. Est-ce que la science-fiction c'est quelque chose qui nous attire? Est-ce que tel type de science-fiction nous plaît? Est-ce que la fantasy va nous correspondre? Est-ce qu'on est plus romance? Est-ce qu'on est plus contemporain? Est-ce que les thrillers c'est trop dur pour nous? Ça peut aussi permettre de savoir si une histoire va être adaptée à nos goûts. Est-ce qu'elle aborde des sujets qui peuvent nous heurter et que donc on va essayer de fuir? Est-ce que l'histoire est peut-être très différente de celle à laquelle on va s'attendre et que potentiellement on va éviter de la faire puisque on voulait par exemple plus quelque chose centré autour de l'action et qu'on y trouvera par exemple plus un voyage initiatique. Bon, un voyage initiatique peut y avoir de l'action mais bon, vous comprenez. Ça peut aussi permettre de faire des économies. C'est tout con mais on peut très bien avoir très hâte de lire un prochain livre et au final il est pas si chouette que ça, on en entend des avis franchement négatifs et du coup de se dire bon, je passe mon tour cette fois-ci et j'économise des sous que je peux aussi mettre dans un autre livre ou ailleurs tout simplement. Tout le monde n'a pas le budget pour se payer les dernières sorties sans prendre en compte les conséquences on va dire de cette dépense. Ça peut aussi permettre d'éviter un livre où un sujet sera maltraité et qui peut potentiellement vous heurter si vous êtes concerné ou transmettre des idées négatives que vous n'avez pas envie de recevoir. Je vous parlais des lecteurs mais ça correspond aussi aux auteurs. Ça peut leur permettre par exemple de s'améliorer sur leurs personnages, dans la construction de leurs histoires, dans la cohérence de leurs récits ou d'éviter certaines erreurs que les lecteurs ne veulent plus voir ou qu'ils auront détectées dans leurs livres et faire mieux pour les prochains. Ça peut aussi permettre de sonder ce qui plaît ou ne plaît pas au lecteur et donc de potentiellement faire une histoire qui correspondra mieux aux attentes de son public personnellement ou d'un public plus large, ou encore de savoir s'il y a des sujets sur lesquels il doit s'approfondir. Par exemple, si on veut aborder la question du racisme, est-ce qu'on n'a pas des choses sur lesquelles on peut encore travailler, sur lesquelles on peut encore s'éduquer pour faire un livre qui sera mieux adapté et qui évitera des erreurs ou qui pourra heurter un public. En résumé, pour moi, une chronique négative est et restera toujours légitime pour un lecteur. Elle n'a pas à être silenciée, critiquée ou remise en cause dans sa légitimité. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les chroniques négatives, puisque vous le savez, j'en fais, je continuerai à en faire, je continuerai à me prendre des remarques assez gratuites là-dessus,
et je suis très curieuse d'avoir l'avis d'autres booktubeurs potentiellement qui sont aussi concernés par la question, des blogueurs qui pourraient recevoir aussi des commentaires relativement négatifs sur leur blog quand ils parlent d'un sujet. N'hésitez pas à donner votre avis sur la question de la chronique négative. Est-ce que pour vous elle est importante? Est-ce que vous appréciez la trouver? Ou ce que vous en pensez tout simplement, en restant toujours bien sûr très poli dans les messages, puisque tout message qui comportera des insultes sera immédiatement supprimé, hein, ça n'a pas sa place ici. Débattez autant que vous voulez, tant que c'est dans le respect de l'autre, ça me va. Je suis quand même un petit peu stressée d'avoir votre avis sur cette vidéo, mais je suis curieuse de lire ce que vous aurez à en dire. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Salut!